génération des années 60 à maintenant, je trouve que c'est une génération qui a eu beaucoup de chance parce qu'elle a été confrontée à des phénomènes de société extrêmement importants, sans doute je trouve parmi les plus importants, qui sont justement la distanciation en ce qui concerne la maternité, la sexualité, et donc une certaine forme de liberté de la femme, et par conséquence aussi un certain changement du comportement masculin dans cette évolution. Je crois que c'est vraiment ce qui a succédé, je dirais, à l'avènement du pouvoir politique, je dirais, des femmes. Je pense que la maîtrise, entre guillemets, de la reproduction, je dis entre guillemets parce que c'est une maîtrise qui est modeste, néanmoins, mais qui n'est plus tout à fait imposée comme ce l'était auparavant. Je pense que c'est effectivement un des grands changements au niveau de la société. Alors il se trouve que voilà, le hasard des choses fait qu'on a 20 ans au moment où, lorsqu'on rentre aux études de médecine, et il y a cette aspiration générationnelle à une plus grande liberté, en tous les cas. Ça a été le premier, je dirais, le premier choc, ça a été la question effectivement de l'avortement. Parce que je rappelle donc qu'à ce moment-là, d'abord il y avait à peine une contraception, elle a débuté donc en 67 par le vote de la loi Neuwirth, donc c'est relativement récent. Et donc, avant qu'elle s'installe, ça a d'ailleurs pris plus de temps, et donc parallèlement à cela, il y avait donc un certain nombre de refus de grossesse ou d'impossibilité de grossesse, et donc, comme vous le savez, je vais passer rapidement, des pratiques qui étaient alors clandestines et qui aboutissaient à des fortes complications médicales. Et donc, le médecin ou l'étudiant en médecine plutôt que j'étais a été confronté, je dirais, à ce type de complications. Alors, il y a toujours des événements qui font date dans la vie. Et moi, c'est vrai que je dirais que la gynéco-obstétrique, c'était pas du tout ma tasse de thé. Je m'étais même débrouillé pour éviter de faire les gardes obstétriques, qui étaient pourtant obligatoires, parce que je trouvais que c'était vraiment nul, que les médecins avaient autre chose à faire que les femmes accouchaient toutes seules, c'était pas utile que les médecins soient là. Donc, c'était pas dans le domaine de la médecine. En fait, bien sûr, je me suis trompé sur certains plans. Et ce qui a fait date, c'est qu'un jour, j'ai vu une jeune fille dans un lit d'hôpital, qui était particulièrement douce et belle d'ailleurs, et quand on a 20 ans, on est attiré par des jeunes filles douces et belles, et simplement, elle avait fait un avortement clandestin, et 24 heures plus tard, malheureusement, elle était décédée, parce qu'elle avait fait ce qu'on appelle les septicémies à Perfringens, qui est un microbe particulièrement méchant. Et donc, je dirais que cet événement-là m'a poussé à dire qu'il fallait faire quelque chose sur le plan médical pour éviter de telles complications. Alors, encore une fois, c'est un phénomène de génération, il y a donc toute une évolution qui fait que les femmes elles-mêmes, à ce moment-là, se bougent, on va dire, et des hommes avec. Et il y a tout le procès Bobigny et toute Gisèle Halimi et beaucoup d'autres que je ne vais pas citer, mais qui font qu'il y a un mouvement général, et dans lequel quelques médecins donc essayent de s'immiscer, d'abord en avouant entre guillemets avoir pratiqué des avortements clandestins, et ce qui était interdit, donc qui normalement tombait sous le coup de la loi, et deuxièmement en essayant de développer des méthodes, je dirais, moins traumatiques pour évacuer l'utérus lorsqu'il y avait une grossesse non désirée. En fait, il y a des problèmes pratiques, des problèmes médicaux, mais vous voyez que tout de suite, c'était un grand mouvement de pensée. Donc ça, c'était le premier épisode. Le deuxième qui en est résulté, c'est que de toutes ces complications, elles n'étaient pas toutes aussi dramatiques que la mort, mais il y avait un certain nombre quand même qui entraînaient des séquelles au niveau des trompes. Vous savez que pour justement pour faire un enfant, il faut d'une part qu'il y ait une ovulation au niveau des ovaires de la femme tous les mois, et que cet ovule donc parcourt la trompe et dans cette trompe qu'il rencontre les spermatozoïdes qui sont émis au cours d'une éjaculation, elle-même au cours d'un rapport sexuel.
Donc la rencontre des spermatozoïdes et des ovules va permettre la constitution d'un œuf qui lui-même se descend progressivement en quelques jours, en 5-6 jours, jusqu'à s'implanter dans l'utérus. Le problème, c'est que du fait d'une part de ces avortements clandestins, aussi des modifications du comportement qui était post-68, c'est-à-dire avec une ouverture sur les relations sexuelles qui étaient indépendantes du mariage, on assiste à un développement des infections génitales à ce moment-là extrêmement important. Je me rappelle que lorsque nous étions en garde, les internes, on avait à peu près au moins une, ce qu'on appelle salpingite, c'est-à-dire inflammation des trompes par garde. Aujourd'hui, on n'en a plus, mais c'était vraiment la conséquence soit des pratiques d'avortement clandestin, soit des pratiques sans précaution de relations sexuelles à partenaires multiples. Et donc, quelle était la conséquence? La conséquence, c'était les infections qui fermaient les trompes. Et du coup, quelques années plus tard, des femmes souhaitaient avoir des enfants, et par contre ne pouvaient pas à cause des trompes obturées. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à ce moment-là? On s'est lancé dans ce qu'on appelle la microchirurgie. Ça, ce sont les années donc 75 à peu près. Donc en même temps, il y a la légalisation de l'avortement, et en même temps, on essaie de réparer la stérilité. On s'occupe de la stérilité parce qu'on peut l'approcher par voie chirurgicale. On peut ouvrir les trompes. On passe beaucoup d'heures. On travaille au microscope et on ouvre les trompes pour permettre d'essayer que ces patients soient enceintes. Mais avant même, donc moi j'avais commencé à travailler dessus après avoir lu 2 ans avant donc cet article. Il y avait 2 groupes en France simplement qui travaillaient dessus, avec Jacques Testard, Jacqueline Mandelbaum et puis Michel Plachot, Jean Cohen. Et donc il y avait un petit groupe qui travaillait dessus, mais sans grande perspective, jusqu'à ce que, effectivement, la naissance de Louise Braun vienne restimuler tout le monde. Ce qui est intéressant, c'était de voir qu'à cette époque, beaucoup de gens n'y croyaient pas. On pensait que c'était du flan et que ce qu'ils avaient raconté n'était pas la vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 20 000 enfants qui naissent en France par cette technique donc, de fécondation hors du corps, et qu'incontestablement, elle va être une étape très importante sur le plan de l'évolution, je dirais éthique, et des possibilités qui vont s'offrir dans le thème de la reproduction. Alors, donc, vous voyez la filiation, si je puis dire, on s'intéresse, je m'intéresse et nous nous intéressons à cette conséquence de la maîtrise de la reproduction. À un moment donné, c'est le bon moment, à un moment donné, ce n'est pas le bon moment pour avoir un enfant, et donc on essaie d'agir médicalement pour aider. La fécondation in vitro, pourquoi est-ce que c'est une étape fondamentale? C'est parce que c'est en dehors de l'organisme et que du coup, beaucoup de gens, entre guillemets, pourraient intervenir sur le destin de l'embryon et les possibilités de voir ce qui était invisible jusqu'alors, ou bien de manipuler ce qui était intouchable, deviennent réalité. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que, par exemple, moi, quand j'ai passé mon agrégation en 79, à ce moment-là, j'ai montré les premières photos d'embryons humains au jury, qui étaient donc mes anciens, je vais dire, et ils n'avaient jamais vu un embryon humain. Aujourd'hui, vous avez maintenant partout dans tous les magazines ou dans tous les livres d'école même, mais à l'époque, je veux dire, c'était pas connu, c'était pas visible. Et beaucoup de choses se développent à partir de là. Premièrement, c'est vrai que des femmes donc, qui n'avaient plus de trompe peuvent être enceintes, puisqu'il suffit donc de replacer l'embryon obtenu in vitro dans l'utérus. Quand je dis il suffit, ça ne marche pas à tous les coups et loin de là. Et aujourd'hui, je dirais que les meilleurs résultats, c'est autour de 40%, et la moyenne est à 25 à 30%. Donc vous voyez que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, maîtrise de la reproduction, entre guillemets, c'est pas une maîtrise complète. Donc d'une part cela, mais on va introduire des choses extrêmement particulières. Premièrement, on sait, à partir des années 1984, on sait congeler des embryons. Donc les embryons obtenus en fécondation in vitro peuvent être congelés, et là du coup, on rentre dans une espèce de chose inconnue, c'est qu'on peut sauter des générations, on peut
garder donc des embryons et les réimplanter ultérieurement pour qu'ils se développent et donnent des enfants parfaitement sains qui plus est. Donc cette étape de congélation va être une étape extrêmement importante qui est une source de science-fiction, je veux dire, puisqu'on pourrait imaginer qu'une jeune fille, par exemple, eh bien 20 ans plus tard, porte les embryons dont elle est co-issue, c'est-à-dire de sa fournée. En un mot, porte son frère ou sa sœur et accouche de son frère ou sa sœur. Vous voyez déjà, on commence à mélanger, possiblement, j'entends théoriquement, les filiations. Et on va rentrer dans une ère qui est loin de se terminer, avec comme ça tout un tas de possibles. En un mot, le champ du possible va s'agrandir et va bouleverser donc un certain nombre de faits établis quant à la filiation, quant à la conception des enfants. Alors, je parlais donc de la congélation des embryons qui donne donc une distance extrêmement importante. La deuxième chose, c'est que la fécondation in vitro va permettre de traiter les stérilités masculines. Jusqu'à là, on ne s'en intéressait pas beaucoup. L'homme qui n'avait pas beaucoup de spermatozoïdes, ma foi, on ne savait pas très bien quoi faire, si ce n'est ce qui avait été inventé dans les années 73, c'est-à-dire d'utiliser un sperme de donneur. Donc on remplace le sperme malade par un sperme de donneur, ça continue toujours, il y a toujours des banques de sperme, mais disons que ça ne traite pas du tout la maladie, ça la substitue. Et puis, la fécondation in vitro proprement dit, la congélation, le traitement masculin, puisqu'on va savoir injecter un seul spermatozoïde à l'intérieur d'un ovule, et donc régler un certain nombre de stérilités d'origine masculine, ce qu'auparavant on ne savait pas faire. Et il faut bien le dire, cette stérilité d'origine masculine est beaucoup plus importante en tout cas qu'on ne le pensait au début. Et non seulement qu'on ne le pensait, mais beaucoup de populations le nient, et le nient même aujourd'hui. C'est-à-dire que l'homme, c'est jamais l'homme qui est stérile, c'est toujours la femme, et il vaut mieux changer de femme que d'aborder le problème de la stérilité masculine, qui bien sûr a une connotation, enfin pourrait avoir une connotation, et a souvent une connotation sur la masculinité, n'est-ce pas? Donc ça rentre tout à fait dans la thématique de l'Institut. Et donc le traitement de la stérilité masculine va peu à peu s'instaurer, et aujourd'hui, à peu près dans tous les groupes, il y a à peu près 50% de stérilité d'origine féminine et 50% d'origine masculine. Donc ça correspond à véritablement une donnée forte, je dirais, de la réalité, des difficultés de concevoir. L'étape suivante, ça va être ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire, c'est la rencontre entre la génétique et la connaissance, je dirais, du développement de l'embryon. Et cette rencontre, elle va se faire qu'on peut, à l'intérieur de l'embryon, prélever une cellule. Donc c'est un embryon qui est un petit rond d'1 dixième de millimètre, qui va être au laboratoire pendant quelques jours. On peut prélever une cellule sans l'abîmer, c'est ça qui est extraordinaire, je vais bien le dire, puisque à ce moment-là, il a 6 à 8 cellules, on peut en enlever une ou deux, et il a la capacité de poursuivre son développement, mais en même temps, les scientifiques peuvent savoir en 24 heures si cet embryon à qui on vient d'enlever une cellule, en analysant donc cette cellule, peuvent savoir si cet embryon est porteur de telle ou telle anomalie chromosomique ou anomalie génétique. Donc, pour la première fois, donc dans le monde, c'est 91, c'est la naissance du premier enfant après le diagnostic génétique préimplantatoire. En France, c'est l'année 2000, c'est le petit Valentin. Je vais vous raconter l'histoire dans un instant. Et donc, cette possibilité est là aussi, à mon avis, une révolution extrêmement importante. C'est l'approche donc de la connaissance, en tous les cas sur le plan, encore une fois, que génétique, pas autre chose, mais c'est déjà quand même important pour caractériser un individu. Et c'est donc une connaissance d'un individu qui n'est pas encore né. Donc on est dans quelque chose de nouveau, puisque jusqu'à là c'était le marc de café, c'était tout un tas de processus magiques pour dire ce qui allait se passer dans le futur. Mais là, on sait pertinemment si l'embryon va avoir une thalassémie, ou va avoir une mucoviscidose, ou va avoir telle ou telle maladie. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est son comportement ou son caractère, mais je dirais les maladies, en tous les cas, on sait, pour beaucoup d'entre elles, pas pour toutes, on sait quand même le diagnostiquer. Donc c'est vrai que c'est un changement vers une espèce
définition, une connaissance plus précise, et bien sûr la porte d'après s'ouvre. Si on peut connaître, est-ce qu'on peut choisir? Si on peut choisir, est-ce qu'on peut souhaiter? Est-ce qu'on peut préférer? Est-ce qu'on peut fabriquer? Donc vous voyez que c'est énormément de portes qui s'ouvrent à partir de là, d'où la nécessité devant toutes ces techniques qui poussent quoi, entre les années 82, qui est la naissance d'Amandine ici, et puis la naissance de Valentin donc en 2000, la nécessité d'avoir une réflexion, et une réflexion éthique pour essayer de retrouver des points de repère. Alors la première réflexion d'éthique, ça va être après la constitution du Comité national d'éthique que le président Mitterrand a créé en 83-84, ça va être de définir qu'est-ce que c'est qu'un embryon. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est, je dirais, un être humain? Et le Comité national d'éthique va définir une personne potentielle, ou plutôt quelques mois après, une potentialité de personne. Donc, effectivement, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une absence de personne dans le jour où ça ne va pas se développer. Ça peut être deux personnes parce que ça peut donner des jumeaux, ou ça peut être une tumeur parce que certains embryons, dans la cellule qui vont constituer le placenta, peuvent se développer jusqu'à donner une tumeur placentaire. Donc, c'est toute une discussion et finalement, il y a une espèce de consensus sur la notion de personne potentielle. Alors, je dois dire que, juste je m'arrête un instant là-dessus, c'est vrai que c'est un débat extrêmement important dans l'humanité depuis toujours, depuis Aristote et depuis les pères de l'Église, de savoir quand commence la personne humaine. C'est un débat donc, qui continue d'ailleurs aujourd'hui au sein de toutes les instances religieuses ou éthiques, avec une volonté d'ailleurs même ici en France de revenir sur la notion d'un statut d'embryon. Et j'ai, à ce moment-là d'ailleurs, puisqu'il faut parler des livres, vous m'avez dit, écrit un livre qui s'appelle Dieu, la médecine et l'embryon, que je n'ai pas amené là, mais qui est toujours un livre publié chez Odile Jacob, et qui justement reprend un peu l'historique de cette notion de personne, enfin en partie, c'est-à-dire que, vous savez que il y avait deux écoles, celle qui dit que l'âme rejoint, enfin pour ceux qui croient en l'âme, que l'âme rejoint donc la personne dès la fécondation, et d'autres qui pensent que cette animation, la venue de l'âme, est différée. Différée pour ne pas être concomitant de l'acte de chair qui est un acte de péché. Et tout ce qui est, je fais un peu court là, mais tout ce qui est donc du côté du divin est détaché du côté humain, donc vient plus tard. Donc c'est un débat qui a fait beaucoup d'écriture, avec donc des pères de l'Église en particulier, jusqu'à saint Thomas d'Aquin qui, au XIIIe siècle, donc, évoque le fait qu'il y a 40 jours entre le moment de la fécondation et le moment où l'âme rejoint l'embryon. Et là, ça vous intéresse au premier chef, puisque vous savez, il dit que c'est 40 jours si c'est un garçon, 80 jours si c'est une fille. Donc voilà, donc on est en plein dans le débat. Ce chiffre revient en permanence et dans toutes les religions. Alors, dans la religion juive, il est dit qu'en dessous de 40 jours, l'embryon n'est rien, ce n'est que de l'eau. Ce n'est qu'à partir de 40 jours, alors ça se base sur quoi? Ça se base sur une petite strophe qui est tirée du Talmud, où il est dit qu'il y avait une tribu qui était en esclavage, et donc qui était emprisonnée, et les femmes, donc on savait quand est-ce que les femmes avaient eu leur dernier rapport sexuel, on va dire, puisqu'il y avait assez de promiscuité dans les prisons. Et ensuite, lorsqu'elles sont assassinées, il y a des autopsies qui sont faites. À l'époque, on autorisait les autopsies. On voit qu'il y a un grain de tapioca au niveau de l'embryon, c'est-à-dire que, au niveau de l'utérus, c'est-à-dire que l'embryon est visible à l'œil nu, effectivement, au bout de 40 jours. Dans le domaine de la religion musulmane aussi, les 40 jours sont un point de repère, puisqu'on dit 40 jours pour l'implantation, 80 jours et 120 jours sont véritablement à ce moment-là que l'embryon s'insère. Et c'est vrai que 120 jours, c'est la période de la fausse couche, quoi. Donc ça rejoint, si vous voulez, un petit peu le vécu des choses, et vous voyez, c'est des multiples de 40. Donc, tout ça pour dire que, voilà, qu'est-ce que la personne humaine, à quel moment elle apparaît? L'Église catholique et le Vatican ont dit qu'il faut considérer
dès la fécondation, mais il ne dit pas que c'est la fécondation, il dit qu'il faut avoir une attitude comme si c'était la fécondation, parce qu'on ne peut pas le prouver. Par contre, il faut rendre à l'embryon le respect, je dirais, comme si c'était effectivement une personne humaine. Donc vous voyez, beaucoup de débats, beaucoup de convictions qui demeurent et qui en fait sont sous-jacents à un problème fondamental. C'est si l'embryon est une personne, on doit appliquer des règles de respect et éthique particulières. Si c'est une chose, effectivement, ça ouvre la possibilité d'aborder la recherche différemment, bien sûr. Et pour rentrer dans le vif du sujet, par exemple, la recherche sur l'embryon était interdite dans la loi de 94. Elle a été autorisée en 2004, mais de façon très limitée et de façon exceptionnelle pour une durée de 5 ans. Donc vous voyez, il y a des évolutions de la société vers une compréhension un peu différente en quelques années de ce que c'est qu'un embryon, de ce que l'on peut faire. Et je pense que là, dans la révision de la loi de bioéthique qui va avoir lieu, je pense, l'année prochaine, enfin, les discussions en tout cas vont se poursuivre, je pense que ce problème va revenir en permanence. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres possibilités. À partir du moment où ces ovocytes et ces spermatozoïdes se promènent dans la nature, si je puis dire, dans les laboratoires plus exactement, on peut, je vous l'ai dit, les congeler, on peut aussi en faire don. Donc une femme qui n'a plus d'ovaires ou une femme qui est âgée, dont les ovaires ne fonctionnent plus, peut bénéficier d'un don de vulve d'une femme plus jeune. Et vous voyez un petit peu dans la presse People, beaucoup d'actrices autour de 46 ans qui sont enceintes. Ben, voilà, la vraie vie, c'est que 98% d'entre elles sont enceintes après un don d'ovocytes. C'est pas à partir de leurs ovules qu'elles sont enceintes. Donc il y a une possibilité de grossesse qui peut aller, vous l'avez vu dans la presse il n'y a pas très longtemps, jusqu'à plus de 60 ans, 70 ans, puisque l'utérus, lui, peut porter un embryon, des embryons. Je dirais, il n'est pas soumis à la même fonction ovarienne. Et donc c'est un réceptacle qui, s'il est bien entretenu sur le plan hormonal, peut contenir un embryon. C'est ce qui crée toute cette particularité et ces situations nouvelles, donc de mamie-maman, donc qui peuvent être effectivement, qui peuvent porter des embryons pour elles-mêmes, pour une autre ou pour leur fille, je ne sais. Donc c'est vrai que là encore, congélation, portage de cette façon ouvre la porte à la gestation pour autrui. Donc la possibilité de mettre un embryon dans l'utérus d'une autre femme et donc de faire porter donc la grossesse par quelqu'un d'autre. Et évidemment, les questions qui se posent là-dessus, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse elle-même? Est-ce qu'il n'y a pas des liens particuliers qui circulent entre le fœtus qui se développe et l'enfant et la mère? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un utérus artificiel, simplement qu'il n'y a pas de sentiment? Donc c'est un des éléments extrêmement importants qui positionne la femme, qui positionne l'homme. Alors il y a des écrits, il y a des écrivains, il y a des écrivaines qui défendent une position de détachement de la maternité, c'est-à-dire en considérant que finalement porter un enfant c'est une contrainte et que si on peut s'en soustraire, eh bien on retrouve, on augmente en tous les cas son degré de liberté. D'autres, au contraire, considèrent que c'est une richesse extrêmement grande et que de perdre cela, ce serait perdre non seulement, je dirais peut-être ce qui caractérise bien sûr le féminin par rapport au masculin qui ne porte pas l'enfant, mais une expérience surtout relationnelle qui serait dommageable de faire cesser. Enfin, je pose juste les problèmes peut-être pour lancer quelques points de discussion ultérieurement. Et donc, encore une fois, la fécondation, le don d'ovocytes, la congélation, le traitement de la stérilité masculine, l'introduction du diagnostic génétique par implantatoire, la possibilité de faire porter l'enfant et d'ouvrir la question. Il y a un très beau livre d'Henri Atlan sur l'utérus artificiel, de savoir est-ce qu'on sera capable ultérieurement de faire une couveuse qui puisse tenir les enfants pendant 9 mois, le temps, aujourd'hui en tous les cas, je ne sais pas ce qu'il en sera dans des millions d'années, mais aujourd'hui c'est 9 mois, de voir donc cet enfant se développer en couveuse. Donc on est dans une espèce d'évolution extrêmement importante de plus en plus d'artificialisation possible
de la conception, de la gestation et donc de la naissance. Et le dernier point sur lequel j'aimerais insister un instant, c'est sur le fait que demain, il sera sans doute on sera capable de fabriquer des spermatozoïdes, de fabriquer des ovules. Jusqu'à présent, on prend toujours les uns les autres, on les échange, si vous voulez, on peut faire des alternatives. Mais en fait, il est probable, et ça on le sait que depuis quelques années, qu'on arrivera à créer donc des spermatozoïdes. De quelle façon? Eh bien, vous avez entendu parler des cellules souches, c'est-à-dire qu'au niveau d'un embryon qui est constitué au 6e jour, il y a un certain nombre de cellules qui sont des cellules qui sont susceptibles de donner toutes les autres. C'est-à-dire que celles qui vont donner les os, les muscles, la peau, les yeux, le cerveau, etc. D'accord? Donc c'est un petit groupe de cellules qui sont ce qu'on appelle les cellules souches et qui vont donner naissance à toutes les autres cellules. Bien, parmi les autres cellules, il y a bien sûr les cellules sexuelles, c'est-à-dire soit les cellules féminines, soit les cellules masculines, en tous les cas ce qu'on appelle les gamètes, les oocytes ou les spermatozoïdes. Alors, il y a déjà eu des travaux chez l'animal qui concernent donc la possibilité de transformer ces cellules souches en gamètes, c'est-à-dire en ovocytes ou en spermatozoïdes. Et il y a déjà eu une première portée qui a été faite chez la souris ou chez la rate et qui a abouti à la naissance donc de petits souriceaux. Donc, on pourrait envisager qu'on pourrait créer au laboratoire à partir de cellules souches, soit qu'elles proviennent, ces cellules souches, d'un embryon, soit mieux encore, qu'elles proviennent d'une cellule adulte. Parce qu'aujourd'hui, on sait transformer une cellule adulte, donc par exemple on prend la cellule de peau de ma voisine, et à l'intérieur de cette cellule de la peau, il y a un noyau, et si on injecte 4 gènes dans ce noyau, on va le transformer en cellules souches. Et de ces cellules souches, on pourrait les diriger vers les cellules gamètes. Et le comble de l'histoire, c'est qu'il n'est pas impossible qu'on arrive, à partir d'une même cellule d'origine, de donner des gamètes femelles et des gamètes mâles. Et donc, à ce moment-là, on arriverait donc au comble du comble, c'est-à-dire à une auto-reproduction à partir de soi-même, puisqu'on arriverait à fabriquer aussi bien des gamètes mâles que des gamètes femelles. J'espère que ça va vous faire rêver un petit peu pour ce week-end, cette situation. Et en tous les cas, pour vous aider à rêver, c'est vrai que j'ai écrit ce livre avec Monique Antos-Perber, qui vient juste de sortir, ça fait, enfin hier, il est à peine mis en vente, quoi, qui s'appelle Naissance et Liberté, et qui est publié chez Plomb, et qui est un peu un récapitulatif de tous ces nouveaux problèmes que j'ai évoqués, et que nous avons évoqués ensemble. Monique Antos-Perber est philosophe, moi je suis médecin, et donc on a voulu confronter un peu nos approches par rapport à toutes ces thématiques et tout le thème que nous abordons ce soir. Jusqu'où va-t-on dans cette artificialisation de la naissance, qui est une espèce d'irruption de l'individualité, de l'individualisme, enfin de la volonté individuelle, qui se heurte à des règlements collectifs, lesquels doivent à chaque fois réaffirmer pourquoi ils existent, quelle est leur base éthique, quelle est leur base philosophique, enfin pourquoi faut-il donc qu'il y ait, par exemple en France, pourquoi faut-il qu'il y ait une loi de bioéthique? Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de loi de bioéthique. Il y a aux États-Unis ou ailleurs un marché, et donc avec les risques du marché, aujourd'hui on en sait quelque chose, de ce que ça veut dire quand on laisse le marché complètement libéral. Mais voilà, on peut choisir ses ovocytes, on peut choisir ses porteuses, on peut choisir ses spermatozoïdes, on peut même choisir certaines caractéristiques de l'enfant à venir. Alors, c'est pas la culture française, c'est pas la culture européenne à peu près, pas égalitaire pour tout le monde d'ailleurs, et donc c'est un débat éthique extrêmement important. Et vous voyez que très rapidement, en quelques années, on a donc eu la possibilité de manipuler, de voir et d'envisager, je dirais, des conceptions comme jamais on avait pu le faire. Alors bien sûr, la parenté, la parentalité a été sous de nombreux modèles qu'on a un peu oubliés et que des ethnologues, des anthropologues nous rappellent de temps en temps. Mais là, on est sur des possibilités nouvelles, quand même, du fait du développement, je dirais, scientifique.
Et cette mise en place de la technique, on la retrouve aussi dans, je dirais, même dans la grossesse conçue naturellement, même dans la grossesse, dans l'accouchement naturel, il y a de plus en plus d'une présence technique. Alors, est-ce un bien ou est-ce un mal? Donc moi, je vous ai raconté comment je suis venu à ces préoccupations du traitement de la stérilité. Parallèlement à ça, j'ai toujours voulu faire tout, c'est-à-dire être du côté de la conception, du côté de la grossesse et faire des accouchements. D'ailleurs, cette nuit à 2h, j'ai fait encore un accouchement, et parce que j'adore ça. Voilà. Mais dans cette histoire, il y a une réflexion. Qu'est-ce qui reste du sentiment de la relation, du passage humain, ou est-ce qu'il y a, si vous voulez, avec ces machines extrêmement présentes autour de la naissance, cette aseptisation de la naissance avec la péridurale, avec la perfusion, avec les rythmes cardiaques fœtaux, est-ce que c'est correct? Alors c'est vrai que ça aussi, ça me préoccupait. Vous voyez qu'en fait, moi je me pose pas mal de questions, j'ai pas beaucoup de réponses, mais je me pose un certain nombre de questions. Et donc j'ai écrit aussi cette année un bouquin avec Judith Pérignon, qui est celui-ci, qui est le secret des mères, où je raconte en fin de compte, alors ça n'a rien à voir avec les problèmes scientifiques directs, mais ça a à voir avec cette thématique un peu de la présence de la technique, si vous voulez, de plus en plus dans notre vie et notre vie intime, qui est de voir ce que pense réellement, de ce que moi j'ai vu dans mes voyages dans le monde. J'ai pas mal voyagé et j'ai vu pas mal de rituels, pas mal de passages, pas mal de... Pourquoi? Parce que la maternité était quelque chose, et est toujours d'ailleurs, quelque chose d'extrêmement dangereux. On le disait tout à l'heure, il y a 500 000 femmes qui meurent dans le monde dans la période de maternité. C'est énormissime. C'est énormissime. Parce qu'il n'y a pas les soins primaires. Ce qui explique que, vous savez que, je veux dire, au 18e, il y avait lorsqu'on a fait les maternités, on a regroupé les femmes qui étaient souvent des femmes indigentes et pauvres, qui n'avaient pas où accoucher. On les avait regroupées dans les premières maternités, l'Hôtel-Dieu, Port-Royal et tout ça, pour parler de Paris. Et il y avait jusqu'à 18-20% de mortalité. C'était dû à la fièvre puerpérale, c'est-à-dire une infection qui se diffusait. Et je dirais, aujourd'hui, on est toujours dans beaucoup de pays du monde, dans une mortalité qui est très élevée, parce que il n'y a pas de structure, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'antibiotiques, il n'y a pas de quoi, je dirais, assurer la sécurité. Et devant cette absence de sécurité, eh ben, comme toujours, les humains se sont mis à prier, enfin, ou en tous les cas, à évoquer tout un tas soit de Dieu, soit de pratiques, pour essayer de les protéger. C'est un besoin de protection de la mère, qui, dans un certain nombre de cas, donc, pouvait décéder, et beaucoup, bien sûr, par protection de l'enfant, qui, lui aussi, fait partie grand pourvoyeur de la mortalité, surtout dans les siècles précédents, mais encore maintenant. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on va jusqu'à la grande prématurité, jusqu'à 24 semaines au lieu de 41. On va donc avoir des couveuses et des instituts de réanimation. Mais il en subsiste toujours, si vous voulez, d'abord il y a toujours d'accidents. Vous savez que même en France, il y a une centaine de femmes qui meurent en couche par an, donc c'est pas rien. Et il y a donc toujours, si vous voulez, une crainte. Et par rapport à cette crainte, il va y avoir donc des pratiques sociales, des pratiques culturelles, et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, c'est-à-dire rappeler un petit peu, que ce soit les accouchements des femmes solitaires en Amazonie, je dirais les lieux en Afrique qui sont consacrés à la naissance, les cultures qui considèrent que le placenta est un double ou pas un double de l'enfant et qu'il faut l'enterrer d'une certaine façon, le fait que les jumeaux soient dans certaines populations vénérés, ou au contraire dans certaines autres populations considérés comme tellement maléfiques qu'il faut en tuer un. Donc il y a, si vous voulez, des coutumes, des us et coutumes autour de la naissance qui sont importantes à rappeler, ne serait-ce que pour, non pas forcément faire pareil, mais pour essayer de retrouver un peu d'humanité par rapport à cet ensemble de technicité
qui envahit un petit peu toutes les sphères de l'intime, de la reproduction, avec, je l'ai dit tout à l'heure, donc cette énorme possibilité nouvelle de traitement de la stérilité et cette sécurité plus grande en ce qui concerne les accouchements, mais aussi avec les effets inverses, c'est-à-dire qu'il y a un champ du possible extrêmement large qui s'est établi et qu'on ne sait plus très bien quelles limites mettre. Est-ce que ce sont des limites, encore une fois, individuelles, collectives, éthiques, économiques? Vous savez qu'en France, par exemple, la fécondation in vitro est remboursée, je dirais, en totalité. J'étais il y a 15 jours au Pérou. Si vous dites, ce que j'ai dit d'ailleurs, une population qui était là pour assister à la conférence, que la prise en charge elle est à 100% pour 4 tentatives de fécondation in vitro, vous avez le grand murmure dans la salle. C'est quelque chose qui est inenvisageable dans énormément de pays au monde. On ne se rend pas compte, je dirais, de ce que c'est que la richesse de notre pays, même si aujourd'hui on est encore une fois dans la difficulté, peut-être, mais c'est sûr que la majorité des pays, la fertilité, la stérilité n'est pas prise en charge. C'est un problème d'ailleurs parce que il y a une réunion qui est prévue en décembre, là, au niveau de l'OMS, parce que les problèmes de fertilité, on dit oui, mais bien sûr, il y a des populations qui sont déjà, il y a déjà tellement d'enfants que c'est pas la peine qu'il y en ait d'autres. En fait, ça se pose pas comme ça. Ça se pose comme ça en termes de population, mais pas à l'échelle individuelle. Et les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, alors qu'elles en voudraient, bien sûr, et surtout dans les couples, sont mis à l'écart, sont souvent, je dirais, déconsidérées, et il y a un taux de suicide extrêmement important et de malheur parce que les hommes se détournent d'elles, ne pensent jamais que c'est eux qui peuvent être responsables déjà de la fertilité, mais aussi parce que à l'échelle individuelle, ce sont des drames. Ce qui fait qu'il y a une réflexion aujourd'hui, y compris donc, dans les pays dits en voie de développement, je dirais, pour essayer d'assurer un minimum de prise en charge de la fertilité. Il est vrai qu'on se confronte, c'est bien beau de parler de prise en charge de la fertilité, si ensuite il y a un taux de mortalité trop élevé, ou si ensuite il y a le sida, et il y a d'autres maladies, enfin voilà, vous voyez la complexité de la chose. Mais voilà, c'est un problème humain, c'est un problème mondial. Si on envisage quand même qu'il y aurait des endroits où on pourrait créer des spermatozoïdes, créer des ovules, fabriquer, je dirais, des embryons, les faire porter par des femmes qui seraient asservies à cela, ou bien par des utérus artificiels, vous avez de quoi faire quelques ouvrages de science-fiction ou quelques films de science-fiction avec un succès, en tous les cas, garanti pour une part. Voilà donc quelques éléments de réflexion que je voulais faire en répondant à votre invitation et en pensant que Émilie Châtelet était donc une femme qui malheureusement est morte en couche, justement, à l'âge de 43 ans, je crois. Et donc à une période où la maternité tardive était quelque chose qui n'était pas fréquent, et qu'elle avait quand même voulu faire par passion, comme c'était une femme passionnée, et qu'elle avait un espèce de sentiment, un pressentiment plus exactement, qu'il pouvait lui arriver quelque chose, parce qu'il n'y avait pas la sécurité. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, c'est que 3 semaines après son accouchement, elle va décéder. Voilà, donc c'est des problèmes permanents auxquels j'ai voulu, ici, par la manière de ces 2 livres, et puis celui de la médecine et l'embryon, peut-être participer à la discussion générale. Merci de votre attention.